Les années 90 ont enfoui une multitude de chefs-d'œuvre absolus sous des montagnes de VHS, de cassettes et de droits de diffusion pour le streaming oublié. Le cinéma fantastique venait d'exploser avec les possibilités technologiques, des effets pratiques, atteignant des sommets absurdes et des cinéastes qui misent tout sur des histoires que personne n'aurait cru pouvoir être tournées. Comment des films spectaculaires ont été démolis par les critiques, ont fait un flop au box-office ou ont disparu de notre mémoire. Ce ne sont pas les films du Seigneur des Anneaux ni Jurassic Park qui ont défini une décennie. Ce sont ces films restés sur le bas-côté, dormant dans des bacs à prix réduit, attendant des spectateurs pour les découvrir. Aujourd'hui, nous ressuscitons 15 films fantastiques oubliés des années 1990 qui méritent vraiment votre attention. Et une seconde chance pour Dragonheart, 1996, dans l'histoire du cinéma. Rob Cohen a réalisé une fantasy médiévale dans laquelle Dennis Quaid, avec sa coiffure mulette ridicule, se lie d'amitié avec le dernier dragon dont la voix est celle de Sean Connery. Et d'une manière ou d'une autre, cela est devenu l'un des films de fantasy les plus sous-estimés jamais réalisés. La mise en place peut sembler ridicule, mais l'exécution la rend sincèrement touchante et audacieuse. Draco n'était pas qu'un dragon qui parle jeté dans un film live. C'était un personnage pleinement abouti, avec personnalité, gravité et un vrai arc émotionnel. La voix de Sean Connery apportait sophistication à une créature qui aurait pu paraître kitsch, donnant à Draco une noblesse sans paraître déplacée. Les effets visuels ont été véritablement révolutionnaires en 1996 lorsque l'ILM a développé un logiciel spécialisé juste pour synchroniser les lèvres de Draco avec les répliques enregistrées de Connery. Le film a rapporté environ 115 millions de dollars dans le monde, ce qui prouve que le public voulait cette histoire. Mais les critiques l'ont démoli pour un scénario déroutant. Roger Ebert l'a aimé malgré ses défauts, reconnaissant quelque chose de pur dans son engagement à être divertissant. Les thèmes du cœur, le récit de traîtrise et le sacrifice ultime. Cela a trouvé écho auprès du public qui l'a visionné sans cesse. Pourtant, Dragonheart est passé inaperçu, éclipsé par des œuvres plus sombres et dépassé par un CGI plus réaliste, mais moins émouvant. Le travail sur les créatures, la chorégraphie des épées à influence orientale, la prestation sincère de Dennis Quaid. Ce film mérite d'être reconnu comme une aventure familiale fantastique, d'un raffinement authentique qui respecte son public tout en offrant spectacle. Le 13e guerrier, sorti en 1999 et dirigé par John McTiernan, fut le pire flop du box-office en 1999, perdant plus de 100 millions de dollars. Pourtant, il est le film d'action fantastique le plus sous-estimé de la décennie. Antonio Banderas incarne Ahmed bin Fallon, un diplomate arabe exilé dans le Nord gelé, où il croise des vikings prêts à affronter un mal ancien et légendaire. Le concept semble fou sur le papier, mais l'exécution le rend vraiment viscéral et atmosphérique. Le film a perdu le contrôle pendant le tournage, après des projections tests qui firent flop, entraînant des reshoots qui gonflèrent fortement le budget au-delà de 150 millions de dollars. Malgré ce chaos, ce qui émerge paraît cohérent, brutal, boueux et brumeux. La guerre viking, opposée à des monstres impossibles, révèle une camaraderie sincère entre guerriers venus de cultures très différentes. La partition de Jerry Goldsmith est puissante et expansive, exprimant une ampleur épique sans ostentation. Les séquences d'action restent parmi les meilleures, un travail des années 90, McTiernan usant de météo, obscurité et fumée pour créer des combats déstabilisants et terrifiants. Les publics qui l'ont découvert pour la première fois affirment que McTiernan avait influencé Game of Thrones et l'esthétique moderne de la fantasy. Les critiques l'ont démoli au début, mais des défenseurs passionnés ont depuis reconnu que cela prouve que les studios pourraient produire des films de fantasy ambitieux sur l'échange culturel sans sacrifier l'action. Crédibilité. Le langage visuel du film, la conception des créatures, le charme hors de l'eau d'Antonio Banderas. Ces éléments créent quelque chose de spécial qui mérite d'être reconnu au-delà de son échec commercial. The Rocketeer, 1991, Joe Johnston a réalisé une aventure d'action fantasy des années 30, pilote de cascade qui découvre vraiment un jetpack et devient un héros inattendu, combattant nazi et malfrat. Le film se situe dans cette zone étrange, entre l'origine des super-héros et une série pulp. Mais il fonctionne vraiment à merveille grâce à son ton. Jennifer Connelly incarne une héroïne qui dépasse la fille en détresse et influence l'intrigue. Danny De Niro livre l'une de ses meilleures performances comiques, incarnant un pirate désert flamboyant menaçant. Derrière l'humour, les séquences de vol pratiques les tiennent très bien.
en mêlant cascades réelles et CGI d'époque. Cela paraît vraiment étonnamment fluide. Le design des costumes est impeccable. L'esthétique rétro ne paraît jamais parodique. Au lieu de cela, on crée un monde crédible où les packs âgés existent selon une logique d'aventure des années de 30. La direction artistique, les maquettes et les effets pratiques, tout semble fait à la main avec soin. Le film a reçu des critiques positives, mais n'a jamais été un phénomène culturel comme les films d'Indiana Jones l'ont fait. Dans cet espace étrange et oublié du cinéma d'aventure, les spectateurs qui le découvrent sont surpris par sa qualité et son humour sans ironie. Son cœur est celui de croire qu'on peut devenir un héros. Le film a prouvé que Johnston savait filmer l'action vraiment concrète, avec style et objectif. Pourtant, Rocketeer a été éclipsé des conversations, malgré être l'un des films d'aventure les plus complets. Twin Peaks Fire Walk With Me, vraiment. En 1992, David Lynch a vraiment fait ce que le public a d'abord détesté. Un film qui éloigne Twin Peaks de la douceur du coffee shop et l'entraîne vers l'horreur et l'obscurité des derniers jours de Laura Palmer. Les critiques et les fans rejetèrent aussi cela. Lynch suivait sa vision artistique vers des terres. La télévision ne pouvait pas explorer. Le film ressemble à l'œuvre créative de Lynch. En abandonnant les compromis des chaînes, il a pu créer quelque chose qui a vraiment perturbé le public. Cheryl Lee donne à Laura une vulnérabilité telle que son drame devient insupportable. Le film sombre dans le surnaturel et le cauchemar. Il paraît mérité, car nous comprenons le désespoir et l'impuissance de Laura. Les éléments ne sont pas de simples frayeurs, ils représentent les forces prédatrices. Détruire une jeune femme n'a pas d'issue. La direction de Lynch devient très expressionniste. La cinématographie déforme la réalité. La logique du rêve remplace vraiment le récit. Les critiques ont reproché la sortie, voulant plus de mystère classique. Le temps a validé l'approche de Lynch comme réflexion sur le trauma et la victimisation. Les effets pratiques sont vraiment dérangeants. Ni jolis, ni excitants, simplement malsains, d'une manière qui vous perturbe. La bande originale crée l'angoisse par l'abstraction, plutôt que par une partition traditionnelle. Ce film montre la fusion du fantastique et de l'horreur en quelque chose qui transcende les genres. Les spectateurs d'aujourd'hui qui le découvrent présentent souvent des excuses pour le rejet initial, reconnaissant que c'est l'un des films les plus audacieux de Lynch et l'une des œuvres les plus artistiques des années 90. Le film mérite d'être reconnu comme un chef-d'œuvre horrifique et fantastique qui n'a pas cédé sa vision au confort du public. Highlander 3, la dimension finale. En 1994, après Highlander 2, le réalisateur Russell Mulcahy reprit la franchise et effaça son prédécesseur dans le canon. En faisant de ce film une suite alternative qui efface Highlander 2, Christopher Lambert revient en tant que Connor MacLeod. Le film remet la mythologie à zéro, puis s'approche de l'original tout en explorant de nouvelles dimensions du concept d'immortalité. L'intrigue évoque une sorcellerie ancienne, une menace nouvelle scellée depuis des siècles, et le retour de la magie comme élément légitime des hautes terres. L'action passe d'une SF absurde à des combats d'épée plus réalistes. Mario Van Peebles apporte une menace véritable en tant qu'antagoniste principal. Le film respecte la mythologie tout en reconnaissant la haine des fans envers le précédent opus, tourné au Canada et en Asie, et offre des décors qui ancrent le fantastique dans une réalité concrète. Les cascades sont bonnes et la chorégraphie des épées rend le combat dangereux plutôt que chorégraphié. Highlander 2 demeure cruellement oublié, même parmi les fans qui ne parlent que du premier film et de la série télévisée. Le film offre en réalité un rythme meilleur que l'original, laissant respirer les scènes des personnages tout en conservant l'élan de l'action. Les critiques l'ont rejeté à sa sortie, mais le temps a montré que c'était une tentative sophistiquée de réhabiliter une franchise qui avait été déraillée. Les publics modernes qui le découvrent expriment souvent leur étonnement face à sa qualité, à son engagement envers des effets pratiques et à sa volonté d'élargir intelligemment la mythologie. Labyrinthe, redécouvert dans les années 90, est l'œuvre de Jim Henson qui a conçu un labyrinthe fantastique rempli de marionnettes physiques et qui, d'une certaine manière, a été éclipsé à sa sortie, mais sa popularité a explosé tout au long des années 1990 lorsque le public l'a découvert. En vidéo domestique, la présence de David Bowie dépasse le jeu d'acteur pour n'être que du charisme.
charisme. Le pantalon cuir, les cheveux, la sexualité qui irradie à travers chaque image. Bowie a bien fait, Jarrett, roi gobelin, est super cool, Jennifer Connelly va dans ce monde d'être avec une performance vraie, sans cligner des yeux au public sur l'étrangeté. L'art de la marionnette est grotesque et vraiment déstabilisant. Ces créatures n'existent pas pour être mignonnes. Elles existent pour créer une vallée inquiétante qui donne au film un ressenti hors du monde. Les séquences inspirées des chairs jouent avec la perspective d'une manière révolutionnaire, créant le vertige par la mise en scène des décors pratiques et non par des effets spéciaux. La musique de Trevor Jones suscite crainte et stupéfaction. Le film a d'abord connu un échec financier, mais il a attiré un public culte pendant le boom de la location dans les années 90, devenant un incontournable que les gens regardaient sans cesse et découvrant à chaque visionnage de nouveaux détails. À la fin des années 90, Labyrinthe s'était imposé comme un chef-d'œuvre reconnu, porté par le bouche à oreille, plutôt que par le consensus critique. Les effets pratiques vieillissent mieux que CGI, car ils visent l'intemporalité plutôt que la pointe. Le public moderne qui découvre est souvent impressionné par leur sophistication, sa volonté d'être troubable, son engagement pour les effets pratiques. Le film montre que le fantastique peut être visuel et émotionnellement complexe, en restant accessible et captivant. Le secret de Niemi, 1982, Don Bluth a refusé le film Disney. Cette fiction d'animation raconte l'histoire d'une souris des champs forcée de sauver sa famille. Au lieu de cela, en embrassant l'obscurité psychologique et l'angoisse existentielle que la plupart des films d'animation refusent d'aborder. Le style d'animation mêle des arrière-plans aquarellés à des personnages dessinés à la main, d'une manière qui crée une singularité visuelle impossible à reproduire aujourd'hui. Le casting vocal réunit Elizabeth Hartman et John Carradine, donnant au personnage rongeur un poids dramatique. Le film aborde les expériences du NIMH et les thèmes de l'exploitation scientifique, et ce qui arrive quand l'humanité altère la nature. Les séquences de la chouette aux yeux rouges font vraiment peur. Ce ne sont pas des frayeurs amusantes, mais une horreur existentielle que les enfants trouvaient réellement perturbante. L'arc de Brisby est un héroïsme d'aventure, mu par le désespoir maternel plutôt que par une motivation héroïque conventionnelle. Le film a d'abord été un échec, mais a trouvé des publics passionnés, surtout dans les années 90, cherchant des alternatives à Disney. Les effets pratiques utilisant des cellules d'animation et des arrière-plans donnent une profondeur que l'animation numérique n'atteint pas. L'obscurité du film n'est jamais gratuite. Elle gagne en poids émotionnel en prenant les enjeux au sérieux. Les publics modernes découvrent que le film d'animation peut aborder des thèmes graves sans paraître moralisateur. Le film demeure un chef-d'œuvre d'animation fantastique montrant que le médium peut explorer des lieux complexes, émotionnels et thématiques. La critique le reconnaît aujourd'hui comme l'un des meilleurs films d'animation fantastique, preuve que le public voulait des récits d'animation sophistiqués. La dernière licorne, 1982, est un autre type d'animation fantastique. Une licorne voyage pour sauver son espèce, accompagnée d'un papillon et d'un magicien maladroit affrontant des ténèbres qui menacent la magie du monde. Le style d'animation est absolument distinctif. Il ne ressemble à rien d'autre du tout, vraiment, absolument. Mélange des animations de personnages et d'environnements créant une esthétique vraiment unique. Le casting voix regroupe Jeff Bridges, Mia Farrow et Jeff Bridges et porte les thèmes philosophiques. Le script explore le désespoir face à l'extinction et à la perte, l'inévitabilité du changement et la tristesse d'un monde qui perd sa magie. La défaite du roi face à des forces qui dépassent la violence conventionnelle symbolise ce désespoir. Pour autant, le film refuse le désespoir. L'animation montre une complexité émotionnelle par un jeu fin que l'animation numérique moderne manque. La bande originale de Jimmy Webb suscite émerveillement et mélancolie. Le film resta ignoré commercialement, mais gagna des publics passionnés dans les années 90 grâce à la vidéo domestique devenant un culte. Les effets d'animation et le dessin des personnages forment un style visuel qui demeure distinct après des décennies. Les publics modernes réagissent à sa profondeur émotionnelle authentique et à son refus de parler au public sur un ton condescendant. Le film démontre que l'animation peut explorer des territoires philosophiques et métaphysiques tout en restant visuellement captivant, et les critiques ont depuis reconnu La Dernière Licorne comme un chef-d'œuvre mal compris qui a refusé tout compromis commercial au profit de l'intégrité artistique.
Conan le barbare, sorti en 1982, John Milius réalisa une fantaisie barbare qui fut une tragédie shakespearienne sur la vengeance et qui, au final, se révéla vide. Enveloppé par une action à l'épée qui ne sacrifie pas le développement des personnages pour le spectaculaire, Arnold Schwarzenegger livra sa meilleure prestation dramatique. La progression visuelle du homme-enfant au guerrier endurci puis au vainqueur creux crée un arc émotionnel véritable. James Earl Jones a apporté de la gravité à Thal Doom, ce qui rendait le méchant vraiment menaçant et non caricatural. Les combats médiévaux, décrits comme brutaux et viscéraux, restent peu glamourisés plutôt que glorifiés. La partition de Basil Paul. Doris est une perfection orchestrale, des thèmes épiques qui donnent une véritable ampleur épique, sans ostentation. Le film a rapporté une somme respectable, mais les critiques ont mis des années à s'y faire. Pourtant, dans les années 90, le public l'a de plus en plus reconnu comme un chef-d'œuvre montrant comment adapter la fantasy pulp, sérieusement. Les effets pratiques et une cinématographie dans des lieux réels ont créé un monde qui paraît vécu, pas théâtral. Son influence sur la fantasy moderne est vraiment indéniable. Depuis lors, toute fiction de guerrier barbare doit au modèle Conan. L'acteur Schwarzenegger montre qu'un jeu d'acteur sérieux peut ancrer le fantastique. Les rétrospectives modernes savent que Milius a créé quelque chose d'intemporel sur la violence et sur ce que sont les guerriers, au-delà de la mythologie romantique. Le Highlander de 1986 est un classique culte. Russell Mulcahy tourna un film sur un guerrier immortel qui échoua d'abord, puis devint un phénomène culte, engendrant des suites et des séries de télé et suscita une dévotion passionnée des fans malgré le rejet des critiques. Christopher Lambert joue Connor MacLeod avec une vulnérabilité réelle cachant une force guerrière. La figure de mentor de Sean Connery donne un poids shakespearien à l'exposition. La chorégraphie des combats à l'épée est très distincte, créant un style qui a influencé tous les films d'action par la suite. La bande-son de The Queen est parfaite. Le rock crée une résonance émotionnelle que le score traditionnel n'atteint pas. Le concept du film selon lequel les immortels doivent s'affronter jusqu'à n'en rester qu'un crée des enjeux véritables à chaque rencontre. Le travail des effets pratiques, associé à une cinématographie écossaise, crée une belle atmosphère qui vous entraîne dans le monde. Le film a d'abord été un échec, mais a fini par trouver son public grâce à la vidéo à domicile et aux diffusions télévisées, puis a été reconnu comme un chef-d'œuvre. La mythologie que Mohi a créée s'est avérée suffisamment durable pour soutenir plusieurs films, des séries télévisées et maintenir l'intérêt des fans. Des décennies plus tard, des spectateurs qui la découvrent des décennies plus tard expriment leur étonnement de constater que la narration demeure aussi captivante malgré les moyens de production des années 80. Le film prouve que les films d'action fantastique pourraient atteindre une profondeur émotionnelle grâce au développement des personnages et à la complexité thématique. Les critiques ont enfin reconnu Highlander comme une œuvre pionnière démontrant qu'une fantasy commerciale pouvait obtenir un crédit artistique. Dark City, 1998, Alex Proess a créé une science-fiction fantastique noire qui a été totalement éclipsée par Matrix en fait, mais qui en réalité le précède et constitue une exploration totalement différente de la manipulation de la réalité via la direction artistique et les effets pratiques. Plutôt qu'un simple spectacle CGI, l'esthétique des années 50 du off-kilter s'allie au noir pour créer un monde visuel et singulier, qui paraît étranger malgré une architecture irrentaire crédible. Rufus Sewell était vraiment un antagoniste principal menaçant. Kiefer Sutherland porte une vraie inquiétude dans son portrait du détective vulnérable et sensible. Jennifer Connelly crée vraiment un ancrage émotionnel dans un monde conçu pour être déroutant. La direction artistique est très phénoménale. Chaque cadre contient des couches de choix artistiques. La cinématographie crée une vraie angoisse sans sursaut. Les effets pratiques, associés à un CGI minimal, créent un style visuel qui vieillit mieux que le numérique. Le film fut un flop au box-office, voué à l'oubli, mais des défenseurs passionnés l'ont défendu des années, preuve que le cinéma visionnaire peut transcender l'échec commercial. La bande-son crée une atmosphère authentique sans indices musicaux évidents. Le film explore des concepts philosophiques sur l'identité et la réalité par une narration visuelle plutôt que l'exposition. Les spectateurs réagissent à son étrangeté authentique et à son esthétique tout à fait unique.
Le film démontre que le cinéma fantastique n'exige pas de budget massif ni d'effets à la pointe si vous avez une vision artistique véritable. Les critiques ont depuis reconnu Dark City comme un chef-d'œuvre du cinéma fantastique fondé sur des effets pratiques, démontrant que l'innovation n'exige pas d'effets générés par ordinateur comme dans In the Mouth of Madness. En 1994, John Carpenter a réalisé une méta-horreur fantastique sur un enquêteur d'assurance traquant un auteur d'horreur disparu et découvrant une ville où les récits de l'auteur prennent littéralement vie. Créer une vraie angoisse par le récit, plutôt que par des sursauts. Sam Neill porte une obsession au cœur du rôle, sombrant dans la folie par une interprétation concrète plutôt que par des effets évidents. La cinématographie crée une atmosphère vraie grâce à la couleur et à la composition. Les effets pratiques les sont perturbants, pas des tactiques de sursaut, mais une étrange étrangeté existentielle qui vous perturbe. Le scénario explore le contrôle narratif et comment les récits façonnent la réalité. Le film est sorti à une époque sans horreur méta grand public et les critiques l'ont jugé trop malin et sans substance. Pourtant, à la fin des années 90 et jusqu'au milieu des années 2000, le public a reconnu que ce film démontrait que Carpenter était resté brillant. Les lieux créent bien une sensation de malaise dans des espaces ordinaires. Le tournage sous angles inhabituels et la musique créent une peur sans cliché d'horreur. Le rebondissement où l'enquêteur est pris dans une histoire soulève des questions philosophiques, des publics modernes qui le découvrent. Reconnaissez l'engagement de Carpenter envers une horreur authentique plutôt que spectaculaire. Le film prouve que l'horreur fantastique peut atteindre une sophistication artistique grâce à une originalité conceptuelle plutôt que par des effets pratiques. Les critiques ont depuis lors reconnu Dans la bouche de la folie comme le film le plus visionnaire de Carpenter et Dreams 1990. Akira AWA a réuni une collection de 8 séquences de rêves distinctes, reliées par une présence magique dans le folklore japonais, explorant les thèmes de la nature, de la technologie, de la beauté et de la mortalité à travers un récit visuel pur plutôt qu'une narration conventionnelle. Chaque segment est essentiellement un court-métrage complet avec son langage visuel propre et ses thèmes. La cinématographie est magnifique. Chaque séquence crée des mondes visuels distincts par couleur et composition. Les effets pratiques, tournés en décor réel, créent des rêves vrais, émotionnels, pas artificiels. Le film a reçu une attention modérée à sa sortie, mais a trouvé des publics passionnés dans les années 90 qui l'ont reconnu comme chef-d'œuvre. La séquence de Van Gogh, mettant en scène la transformation des cinéastes dans le corps du peintre, crée une beauté authentique mêlée à la mélancolie. Les séquences de nature créent une résonance spirituelle par le récit visuel plutôt que par un discours religieux. Le film prouve que la narration n'exige pas une structure d'intrigue conventionnelle. Pour créer des expériences artistiques pleines de sens, la partition renforce chaque passage tout en conservant l'identité propre de chaque rêve. Les publics contemporains découvrent les rêves et disent déjà que cela a changé leur regard sur le cinéma. L'influence du film sur la narration visuelle demeure aujourd'hui importante. Depuis lors, la critique voit Rêve comme le dernier chef-d'œuvre de Kurosawa et comme preuve que même tard dans sa carrière, le travail des vrais artistes peut atteindre la grandeur. Highlander Endgame 2000. Russell Mosey est revenu diriger le 4e opus qui a aussi conclu les films destinés au cinéma. Tout en se liant à la série télévisée, réunissant Connor MacLeod et Duncan MacLeod, interprétés par Christopher Lambert et Adrian Paul pour un affrontement final, Bruce Payne apporte une menace réelle dont les motivations semblent de personnelles et significatives plutôt que le mal générique. Les séquences d'action représentent les meilleures chorégraphies de combat à l'épée réaliste de toute la franchise. L'enjeu émotionnel entre les immortels donne un poids réel et durable à leur conflit. La direction artistique livre une cinématographie belle, des lieux qui semblent du vivant. Les effets pratiques et la photo sur lieu réel créent une poésie visuelle. Le film a d'abord suscité la controverse chez les fans, mais il s'impose comme la conclusion des films et de la série. IGN lui a attribué 8 sur 10, louant son attachement à la mythologie de la franchise. La partition crée l'émotion par une musique thématique qui respecte l'héritage du Highlander d'origine. Le choix du film de clore la saga plutôt que de l'étendre sans fin révèle son intégrité artistique.
Le public moderne qui le découvre le qualifie de fantaisie d'action sophistiquée, méritant son apogée émotionnel par le développement des personnages. Le film démontre que les suites peuvent avoir un vrai mérite artistique lorsque les réalisateurs privilégient un récit porteur de sens plutôt que l'exploitation commerciale. 15 chefs-d'œuvre fantasy oubliés d'une décennie où des cinéastes prenaient de vrais risques sur le matériel et des idées originales. Ces films furent enterrés par les échecs du box-office et les critiques, oubliés par le public, distraits par des sorties récentes. Pour autant, chacun révèle une virtuosité artistique, un savoir-faire et un engagement à créer des mondes qui dépassent que le calcul commercial. Maintenant, j'ai besoin de savoir lequel de ces films vous avez réellement vu. Laissez un commentaire pour me dire quel était votre film fantastique oublié des années 90 préféré, ou lequel vous ajoutez à votre liste de visionnage. Et voici le point controversé. Les films fantastiques modernes valent-ils vraiment mieux que ces joyaux des années 90, ou avons-nous échangé le savoir-faire artistique contre des effets numériques impressionnants qui sonnent creux sur le plan émotionnel? Commentez ci-dessous et ouvrons un vrai débat.